TV Liberté n'est pas financé par les oligarques qui dealent avec le pouvoir, ni par le pouvoir qui deal avec les oligarques. TVL n'est pas arrosé par les laboratoires pharmaceutiques qui courent après leurs profits jusqu'au mépris de vos vies. Derrière TVL, il n'y a pas de marchands de canons qui comptent sur la guerre pour faire leur beurre. TV Liberté, c'est un média alternatif, indépendant. Contrairement à la grande presse qui croule sous l'argent de vos impôts, nous dépensons vos dons avec rigueur et discernement pour vous informer. Nous ne recevons aucune subvention et pourtant, d'année en année, nos décryptages se vérifient et ils sont confirmés par la réalité. Parce qu'à TVL, nous n'avons pas de conflit d'intérêts, ni avec les partis, ni avec les vaccins, ni avec une puissance étrangère, ni avec quiconque. Ce que nous avons, c'est un devoir d'intégrité et d'exemplarité vis-à-vis de vous. Mais pour continuer notre mission, pour sortir la tête de l'eau après cette censure bancaire, mais aussi pour riposter, pour rendre coup pour coup au système. Nous n'avons pas d'autre aide que vous. Vous êtes notre seul soutien. Alors ne vous contentez pas d'être spectateur. Donnez à TV Liberté et agissez à nos côtés dès aujourd'hui. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition. Au programme ce soir, une alliance de la carpe et du lapin pour voter le budget de la sécurité sociale adopté par l'Assemblée nationale d'une courte majorité. Le projet de loi suscite la colère des patriotes de l'hémicycle. Éric Ciotti, opposé au texte, répondra à nos questions dans quelques instants. La guerre de l'eau aura-t-elle lieu? Le torchon brûle entre les États-Unis et le Mexique sur les questions hydriques autour du fleuve Colorado. Et puis pour terminer, nous reviendrons sur la restriction des réseaux sociaux en Australie, une méthode qui pourrait évidemment servir d'exemple jusqu'en France. Un budget de compromission au forceps. Mardi, le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 a été adopté avec une petite majorité. Une nouvelle cote mal taillée qui aura uniquement permis de sauver les députés socialistes. Le point tout de suite. La décomposition du paysage politique se poursuit. Avec une majorité de 247 voix contre 234, le projet de loi de la sécurité sociale a finalement été adopté mardi à l'Assemblée nationale. Un hémicycle éclaté qui aura toutefois donné raison à Sébastien Lecornu de tenter toutes les opérations séduction, notamment en direction des socialistes. Le Premier ministre n'aura pour sa part pas eu à revenir sur sa parole en utilisant le 49.3. Pour Éric Ciotti, député UDR des Alpes-Maritimes, interrogé par Édouard Chano, le Palais Bourbon vient d'entériner un budget toxique pour le pays. Ce qui est certain, c'est que cela est une défaite pour le pays. Le budget qui a été voté porte 24 milliards d'euros de déficit. Hors temps de crise, c'est inédit. Et porte une augmentation de 2,5 milliards d'euros des prélèvements et notamment de 16% de la CSG sur les revenus du capital. Ce budget est un très mauvais budget pour notre pays. Sur le fond et sur la forme, il est le fruit d'une lamentable compromission qui va de M. Hollande à M. Wauquiez en passant par Mme Voynet. C'est un budget dicté par les socialistes. Véritable prime de compromission des socialistes, la suspension de la réforme des retraites. Une disposition pourtant loin des attentes des élus autour de François Hollande. À plus forte raison que dès la fin octobre, Emmanuel Macron avait laissé entendre que les promesses de Sébastien Lecornu pour arriver à un accord étaient une chose, mais que la réalité serait un peu différente. Ça n'est ni l'abrogation ni la suspension, c'est le décalage d'une échéance, qui est la prochaine échéance, celle des 63 ans au 1er janvier 2027, qu'il a décalée au 1er janvier 2028. Et donc, ce faisant, on a décalé à 2033 la perspective des 64 ans. De toute façon, il faudra reposer le débat. Tout porte donc à croire que les socialistes pourraient finir dindon de la farce budgétaire. Mais le parti à la rose n'est pas le seul à s'être éclaboussé de Macronie dans l'affaire. Les Républicains de Laurent Wauquiez ont aussi pris part à l'opération, laissant un goût amer à celui qui était encore il y a peu dans leur rang. C'est un budget qui, quelque part,
marque la prise d'otage par le Parti socialiste, à la fois de la Macronie, mais aussi des députés LR. Bruno Retailleau avait parlé de hold-up fiscal, avait parlé de budget invotable, et pourtant 18 amis de M. Wauquiez, sous la conduite de M. Wauquiez, ont adopté le budget socialiste. Voilà, c'est extrêmement choquant, je suis en colère, et je suis aussi triste pour mes anciens amis de LR. Je pense aux militants qui ont légitimement, aux militants LR qui légitimement ce matin se sentent trahis, se sentent quelque part violés dans leurs convictions par cette tambouille digne de la 4e République. Une tambouille signée avec brio par Sébastien Lecornu qui, rappelons-le, avait pourtant présenté sa démission au président de la République dans un pas de deux organisé au cordeau. Il n'en reste pas moins que si le projet de loi de financement de la sécurité sociale a été adopté, le budget 2026 ne l'est pas encore et l'hémicycle doit terminer l'examen pour la fin du mois. Un agenda contraint qui a peu de chances d'être tenu malgré les déclarations officielles. Le Premier ministre a eu l'occasion de le redire lors de ce Conseil des ministres. Notre objectif, l'objectif de doter la France d'un budget d'ici au 31 décembre, c'est possible. C'est ce que nous souhaitons. Mais la balle est aujourd'hui dans le camp du Parlement et significativement de la droite sénatoriale qui occupe, comme vous le savez, une grande place dans la commission mixte paritaire. Ça repose donc sur les deux chambres et je suis convaincue, comme ce fut le cas hier pour les députés, que les sénateurs seront aussi force de compromis. Ils ont une part des clés dans notre capacité à avoir un budget avant Noël. Un optimisme fin qui continue de miser sur le parti de l'ordre en invitant les socialistes et les républicains à rester dans le rang. Une collaboration hétéroclite qui ne fait pas les affaires de la France pour Éric Ciotti. Nous sommes dans une situation de chaos politique. On voit bien que ne peut sortir rien de bon de ces compromissions, de ces tambouilles. Oui, la seule solution pour sortir du chaos, c'est de redonner la parole au peuple. C'est la dissolution, c'est l'élection et ce sont de nouvelles élections législatives. Un retour aux urnes qui fait horreur aux groupes fragilisés comme ceux des socialistes et des républicains. De quoi assurer des jours heureux aux locataires de Matignon qui pourra alors imposer une copie bancale ou une loi spéciale. Conflit hydrique en Amérique. Mexico et Washington croisent le fer sur la question du fleuve Colorado. Explication d'Olivier Frère-Jacques. Le conflit sur le partage des eaux entre les États-Unis et le Mexique s'intensifie avec des enjeux économiques et diplomatiques majeurs et en toile de fond, des conflits un peu partout dans le monde sur la question hydrique. Au cœur du litige américain se trouve le traité signé en 1944 qui régit la distribution des ressources hydriques le long de la frontière de 3150 km. Selon cet accord, les États-Unis doivent fournir annuellement 1,85 milliard de mètres cubes d'eau du fleuve Colorado au Mexique, tandis que ce dernier s'engage à livrer 432 millions de mètres cubes du Rio Bravo, connu sous le nom de Rio Grande aux États-Unis. Attention, le fleuve Colorado dont il est ici question est celui qui prend sa source dans les montagnes rocheuses de l'État du Colorado et traverse l'Utah, le Nevada, l'Arizona, la Californie, puis les États mexicains de Basse-Californie et de Sonora. En effet, il existe un autre fleuve Colorado à l'est du pays qui se situe uniquement dans l'État du Texas. Dans le cas du fleuve Colorado de l'Ouest, Washington accuse Mexico d'un retard important, un déficit cumulé de plus d'1 milliard de mètres cubes sur les 5 dernières années. Pour Sabrina Kider, auteure de l'ouvrage Or bleu et souveraineté paru aux éditions Perspectives libres, le conflit autour du Colorado est le symbole de l'exacerbation des tensions autour de l'eau. Le Colorado est le symbole de la militarisation de l'eau aujourd'hui. Et bien souvent, le pays qui est situé en amont gagne. Et ça s'inscrit dans un contexte géopolitique où on a une raréfaction de l'eau due au prélèvement massif, c'est le cas du Colorado, dû à la sécheresse. Et donc, on se retrouve avec une bataille pour l'eau et aussi une bataille sur l'eau, parce que l'eau est aussi un territoire qui est disputé. Et Trump, il a très bien compris ça. Les États-Unis en position de force, car en amont dans un conflit économique déjà assez déséquilibré. Plus généralement, Donald Trump est sensible à l'expansion en matière d'énergie et de matières premières. Il s'estime ici légitime à revendiquer l'eau du Colorado.
Trump, il parle d'annexer le Groenland, qui est riche en hydrocarbures, en uranium. Il a signé un décret pour exploiter les ressources abyssales. Donc voilà, il est dans une démarche de conquête. Et il y a aussi un enjeu culturel à ce conflit entre le Mexique et les États-Unis, puisque les États-Unis sont dans une démarche où la propriété privée déjà est importante, mais c'est aussi premier arrivé, premier servi. C'est comme ça que les États-Unis se sont fondés. Et donc, ils considèrent, à tort ou à raison, qu'ils sont en quelque sorte propriétaires du Colorado. Et donc, bien souvent, le Mexique est pénalisé, mais il y a aussi un enjeu de sécurité alimentaire, puisque le Mexique, comme les États-Unis, dépendent du Colorado pour l'agriculture. Des conséquences pour l'agriculture mexicaine, mais aussi un enjeu pour l'agriculture et l'élevage au Texas, où les récoltes et le bétail, qui souffrent actuellement du manque d'eau, sont à la peine. Le président américain joue à fond cette carte et a réagi sur sa plateforme Truth Social, qualifiant la situation de violation flagrante et d'injustice pour les agriculteurs états-uniens. Donald Trump exige ainsi des millions de mètres cubes supplémentaires d'eau au Mexique d'ici la fin de l'année, sous peine d'une surtaxe douanière de 5%, une demande qui apparaît démesurée ou en tout cas difficilement honorable. Le Mexique a peu de marge de manœuvre. Livrer 250 millions de mètres cubes d'eau d'ici la fin de l'année, ça s'avère assez compliqué. Donc en fait, le Mexique a perdu. Je pense que le Mexique a perdu et ça s'inscrit dans une guerre. En fait, c'est une guerre économique. Trump utilise l'eau comme arme de guerre économique. Un outil de guerre économique dans un contexte de tension interne à l'économie américaine. Quelques heures avant son message au Mexique, Trump a annoncé un plan d'aide de 12 milliards de dollars pour les cultivateurs américains affectés par ces politiques protectionnistes dont les effets à court terme sont inévitablement délicats. De son côté, la présidente mexicaine, Claudia Sheinbaum, a multiplié les concessions pour apaiser Washington avec notamment le déploiement de militaires à la frontière et le renforcement de la lutte contre le trafic de drogue en échange d'un report d'une taxe généralisée sur les exportations mexicaines dont plus de 80% visent le marché américain. Ce bras de fer hydrique pourrait aggraver les relations bilatérales déjà fragilisées par les questions migratoires et commerciales. Un conflit qui devrait se reproduire sous d'autres latitudes, tant l'eau est un enjeu de souveraineté pour les puissances dans le monde, qu'il s'agisse des deux pôles, du Yémen avec l'Arabie Saoudite, de l'Égypte avec l'Éthiopie ou encore avec la Chine qui revendique 80% des eaux de la mer de Chine, riche en hydrocarbures. Il y a également un enjeu de souveraineté puisque ce conflit montre à quel point on peut être positionné en position de faiblesse quand on a un autre État, qui a un contrôle sur notre ressource. Et donc, en tant qu'Européens, on doit penser l'eau, non pas qu'à des fins écologiques, comme on le fait, mais aussi à des fins politiques, géopolitiques et militaires. L'Australie interdit les réseaux sociaux aux moins de 16 ans, une méthode que voudrait appliquer l'Union européenne avec à la clé le contrôle des internautes. Renaud de Bourleuf. L'Australie lance Big Brother sur le web. À partir de ce mercredi, Canberra interdit l'accès aux réseaux sociaux aux moins de 16 ans, une première mondiale. En l'absence de mesures de contrôle jugées suffisantes, les plateformes concernées risquent des amendes pouvant atteindre l'équivalent de 28 millions d'euros. Vous savez mieux que quiconque ce que c'est que de grandir avec des algorithmes, des flux d'informations incessants et la pression qui en découle. C'est pourquoi nous avons pris cette mesure pour vous protéger. Le 27 décembre, une vérification d'âge doit être introduite pour les moteurs de recherche comme Google. La méthode devrait s'appuyer sur l'identité numérique ou la reconnaissance faciale. Ainsi, les Australiens risquent d'être obligés de montrer une pièce d'identité pour faire une recherche sur Google. Une affaire pas si lointaine pour la France. En effet, Emmanuel Macron a déjà mis le sujet sur la table. En juin dernier, il se servait du meurtre d'une assistante d'éducation de 31 ans, poignardée mortellement par un collégien à Nogent, en Haute-Marne, pour associer ultra-violence et usage des réseaux sociaux et donner sa solution. Moi, je porte l'interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans. Et on peut le faire. C'est très dur d'élever un enfant et un ado. Et donc moi, j'incrimine personne. Une proposition défendue en septembre dernier lors de la remise du rapport de la commission d'enquête parlementaire sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs. Le député Renaissance Laure Millet en était le rapporteur. La question, en effet, qui fait débat, de l'interdiction des réseaux sociaux avant un certain âge. Moi, je l'assume et nous sommes nombreux à la porter, à l'assumer. Ça ne veut pas dire pour autant qu'à partir de 15 ans, c'est open bar et qu'il n'y a plus aucun danger à aller regarder les réseaux sociaux. Évidemment qu'à 16 ans, on peut être plus fragile et que d'autres jeunes peuvent à 14 ans avoir déjà une force d'esprit qui leur permet de prendre du recul sur ce qu'ils voient. Simplement, je suis persuadée qu'en fixant une limite dans la société, on passe déjà un message très fort à
l'égard des enfants, à l'égard des familles, à l'égard de la société tout entière, qui n'est pas passé aujourd'hui de toute évidence. Et donc je pense qu'il faut qu'on puisse légiférer là-dessus. Une proposition de loi a été déposée le 18 novembre par les députés Renaissance. Le texte propose notamment l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans, un couvre-feu numérique pour les 15-18 ans de 22h à 8h, ainsi que l'interdiction des smartphones dans les lycées. Mais les attaques de la Macronie sur les réseaux sociaux pourraient aller plus loin. En octobre dernier, le président français s'exprimait ainsi. Quand on a les moins de 40 ans qui s'informent très majoritairement sur les réseaux sociaux et de plus en plus, quand on a ce temps d'exposition qui s'est accru pendant la période Covid et après, quand on a depuis 2 ans maintenant l'IA générative qui arrive dans nos démocraties, on ne peut pas faire comme si tout ça n'avait pas totalement changé, parce que les gens qui nous informent, par lesquels on s'informe, ne sont pas des médias libres et indépendants. Emmanuel Macron nous parle de la crise Covid. Il n'a probablement pas beaucoup apprécié que les opposants à la politique coercitive de l'époque puissent s'exprimer sur les réseaux sociaux. Pendant ce temps, l'Union européenne s'empare elle aussi du dossier. Le 26 novembre, le Parlement européen a adopté une résolution recommandant de fixer à 16 ans l'âge minimal d'accès aux plateformes. Pas de texte contraignant, juste un appel à faire évoluer la législation. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, attend un rapport d'experts qui doit lui remettre des recommandations d'ici à la fin de l'année. Reste à savoir quelle sera la prochaine étape et qui sera interdit de plateforme. Et passons à présent à l'actualité en bref en France. Mimi Marchand a encore fait des siennes. Selon des informations du Parisien, la vidéo de Brigitte Macron insultant des féministes venues protester contre un spectacle d'Harry Harbitan aurait été diffusée par erreur par l'agence Best Image, dont la patronne est l'amie du couple présidentiel, ancienne détenue Mimi Marchand. Sur les images, on entendait l'épouse du président Macron traiter de sale conne des militants venus protester contre l'humoriste après que la justice a déclaré un non-lieu dans une affaire où il était poursuivi pour viol. Si l'erreur est toujours possible, d'autres voix se sont élevées pour estimer que le coup avait été prévu. Reste à savoir quel objectif de communication était poursuivi par celle que d'aucun homme première dame. Encore un cas de maltraitance dans les foyers de l'aide sociale à l'enfance. Mardi, le parquet de Paris a ouvert une enquête pour violence volontaire sur mineurs de moins de 15 ans par personne ayant autorité. En février dernier, des éducateurs d'un foyer parisien se sont filmés en tondant la tête d'un enfant de 8 ans et se sont moqués de lui sur une boucle WhatsApp. Le prétexte était celui d'une punition. Selon une autre éducatrice, le garçon aurait porté un bonnet pendant 4 mois pour cacher son crâne et subi les moqueries de ses camarades. Une enquête administrative a été ouverte par la ville de Paris, mais les avocats de la famille lui reprochent de ne communiquer qu'en décembre pour des faits ayant eu lieu au début de l'année. L'enquête sur la mort du petit Émile se poursuit. Mardi, à Aix-en-Provence, les grands-parents du garçon de 2 ans disparu le 8 juillet 2023 et retrouvé mort quelques mois plus tard ont été entendus par un juge d'instruction. Un oncle et une tante d'Émile ont aussi été entendus. Un interrogatoire habituel dans cette partie de la procédure. Rappelons qu'en mars dernier, ces 4 personnes ont été placées en garde à vue pour homicide volontaire et recel de cadavres avant d'être relâchées faute de charge. Précisons que le 8 novembre dernier, une partie de la famille et leurs avocats sont retournés au Haut-Vernay, lieu de la disparition et de la découverte macabre. Ils ont arpenté le secteur et inspecté des bâtiments et différents sites, recherchant tout élément pouvant expliquer la mort de l'enfant. Le Louvre, passoire la plus visitée au monde. C'était au tour des sénateurs de questionner la sécurité du musée parisien ce mercredi. En prévision de l'audition de Noël Corbin, chef de l'inspection générale des affaires culturelles, et de Pascal Mignoret, chef de la mission sécurité, sûreté et audit du ministère de la Culture, les sénateurs ont levé le voile sur le rapport secret de ces 2 institutions concernant le vol de bijoux au Louvre le 19 octobre. Ce document révèle un enchaînement de dysfonctionnements. Sous-estimation du risque d'intrusion, vétusté du matériel, manque d'écran de surveillance et caméras mal orientées. Le vol, effectué un dimanche matin, a duré 3 minutes sans complicité interne avérée selon le rapport. L'enquête policière suit son cours avec 4 mises en examen. Un audit de 2018 par Van Cleef & Arpels, non transmis à la présidente Laurence Descartes, évoquait déjà la vulnérabilité du balcon de la galerie Apollon. Rachida Dati promet une réorganisation, mais les syndicats appellent à une grève reconductible dès le 15 décembre, réclamant 200 postes supplémentaires pour pallier les fermetures de salles et la vétusté du bâtiment. Et nous continuons avec l'actualité internationale. Zelensky va-t-il devoir se soumettre aux urnes alors que Donald Trump met la pression sur le dirigeant ukrainien pour qu'il accepte de négocier une sortie de la guerre? Volodymyr Zelensky a déclaré qu'il était prêt à organiser une élection présidentielle si les conditions de sécurité étaient réunies. Des propos qui répondent au président américain, lequel a répété la nécessité de voir le pays voter pour son dirigeant. En effet, l'Ukraine a décrété la loi martiale et Volodymyr Zelensky
en a profité pour prolonger son mandat depuis mars 2024. Si le contexte de guerre complique évidemment l'organisation d'un scrutin, il faut se souvenir que les Américains n'ont pas eu de scrupule à faire voter les Irakiens en pleine invasion de l'oncle Sam. Depuis quelques jours, Donald Trump semble considérer que l'Ukraine a besoin de changements à sa tête, estimant que Zelensky et Poutine se détestent sans doute trop pour obtenir un accord de paix. Des aveux pour Donald Trump en Floride. Mardi, la mairie de Miami a été remportée par la candidate démocrate, une première depuis 28 ans. Eileen Higgins s'était initialement présentée comme candidate indépendante avant de rejoindre le Parti démocrate. Elle l'a remportée avec environ 60% des suffrages face au candidat républicain Emilio González, soutenu par Donald Trump. Une élection surprise qui n'a mobilisé que 20% des électeurs. La surprise est tout de même à nuancer. Si la Floride a été remportée par Donald Trump lors de la présidentielle de 2024, les habitants de Miami avaient été plus nombreux à voter pour Kamala Harris. Match retour pour le Covid. L'administration Trump a lancé une vaste enquête via la FDA, l'agence de santé américaine, sur le possible décès lié à des injections contre le Covid-19 touchant enfants et adultes. Confirmé par un porte-parole du ministre de la Santé, Robert Kennedy Jr., qui entend mener une refonte de la politique vaccinale, l'enquête ne manquera pas d'inquiéter laboratoires et partenariats du vaccin. Une note interne allègue au moins 10 décès infantiles, mais il s'agira de lier clairement ceci à la vaccination. Les conclusions restent attendues, sans date précise. L'immigration, viol. Au Royaume-Uni, 2 adolescents afghans ont été condamnés pour viol sur mineurs. Âgés officiellement de 17 ans, ces individus, arrivés seuls dans le pays, ont été condamnés à des peines de 10 ans et 8 mois et 9 ans et 10 mois, avec recommandation d'expulsion post-peine pour le viol d'une adolescente de 15 ans. En mai, à Leamington Spa, ville située au sud-est de Birmingham, au centre du pays. Ivre, la victime a été isolée dans un parc. Des enregistrements montrent ses pleurs et supplications. Le juge, Silvia de Bertodano, a levé l'anonymat pour intérêt public, soulignant une trahison de la confiance accordée aux réfugiés. Et voilà, nous approchons de la fin de cette édition. Ce soir, à partir de 21h, découvre un nouveau numéro de Bistro Liberté. Éric Morillo reçoit le journaliste Frédéric Tadei pour répondre à la question: la télévision est-elle définitivement morte ? Vous avez dit à l'instant que si le ministre de l'Intérieur avait interdit quelqu'un, vous ne l'inviteriez pas ? Il se trouve que dans le cas de Dieudonné, le jour où son spectacle a été interdit par le ministre de l'Intérieur, j'ai fait un débat pour savoir s'il fallait interdire ce spectacle, mais pas avec Dieudonné. Mais alors pourquoi ? Parce que... Est-ce que c'est pas donner au ministre un pouvoir qu'il n'est pas censé avoir sur les médias, justement ? Est-ce que le rôle des médias, c'est pas justement d'être un contre-pouvoir et donc de contredire aussi les décisions qui viennent du pouvoir exécutif ? Demain dès jeudi, découvrez un nouveau Zoom avec le journaliste financier Pierre Jovanovic pour évoquer l'explosion des marchés de l'or et de l'argent. Donc aujourd'hui, vous allez voir votre boulanger, vous lui donnez une pièce d'argent, il va l'accepter, sans problème. En plus, là, le fisc, il ne le verra pas. Et moi, j'ai beaucoup de notaires qui me disent « Mais oui !» Mais bien sûr, c'est pour ça qu'ils veulent empêcher les gens. Alors ça, c'est une autre question que je voulais vous poser. Si jamais on décide demain de vendre, je sais pas, l'équivalent de 1 000 € de pièces d'argent, le fisc, j'imagine qu'il dit coucou, comme le petit chat là, coucou. Ouais, voilà, à ce moment-là, soit vous le vendez donc là où vous l'avez acheté ou à un revendeur, et à ce moment-là, effectivement, ça va apparaître sur votre compte. De toute façon, aujourd'hui, pardonnez-moi, Élise, mais vous avez vu passer la dépêche, même si vous donnez, votre grand-mère vous donne 50 €, vous êtes obligé de le déclarer en ligne sur l'ordinateur de Bercy. Un petit CERFA. C'est-à-dire, tous les dons... Manuel, oui. Tous les dons devront être déclarés à partir du 1er janvier 2026. Et voilà, c'est déjà la fin de cette édition. Merci à tous pour votre fidélité. Rendez-vous demain, même lieu, même heure, aux côtés d'Olivier Frère Jacques pour une nouvelle page d'actualité. Portez-vous bien. Bonsoir.